Bonjour à tous. L'actualité de la profession aujourd'hui, c'est l'aide juridictionnelle et les violences policières qui ont été exercées hier à Lille sur des confrères en robe. Notre bâtonnier et notre vice-bâtonnier ont rencontré ce midi la garde des Sceaux et sont en ce moment sur la route de Lille où ils se rendent pour exprimer notre indignation, notre réprobation et notre solidarité. Pour cette raison, notre bâtonnier ne pourra malheureusement pas introduire cette conférence comme il l'avait souhaité. Et c'est donc à moi qu'il revient l'honneur d'ouvrir en son nom cette grande conférence de l'incubateur du barreau de Paris. Mon nom est Jean-Pierre Grandjean et je suis, comme membre du Conseil de l'Ordre, chargé depuis le début de cette année de la coordination de l'incubateur. Je suis entouré je dois dire, j'ai la chance d'être entouré de 7 avocats qui animent merveilleusement et très activement l'incubateur du barreau de Paris. Cet incubateur a été créé, vous le savez, par Pierre-Olivier Sûr et Laurent Martinet il y a bientôt 2 ans. À l'incubateur, notre maître mot, c'est l'innovation. Comme à vous tous, si nombreux, qui êtes là cet après-midi, dans cette salle un peu trop petite, je crois qu'il y en a une deuxième qui a été ouverte avec un écran, et puis pour ceux qui n'auront pas pu venir, il y a en streaming, je crois, l'enregistrement de cette conférence. Et donc, je souhaite à tous ceux qui sont là, et à tous ceux qui ne sont pas là, mais qui nous regardent ce soir, ou qui nous regarderont dans les jours à venir, la bienvenue. Bon, nous savons tous que la révolution numérique est en marche, que cette marche est très rapide, qu'elle comporte son lot de défis pour notre profession et pour le monde du droit en général. Mais on sait aussi que l'innovation est une formidable source d'opportunités. Au point que je crois pouvoir dire qu'il était impossible il y a 5 ans, sauf peut-être pour certains, Monsieur Vickers, d'anticiper les profonds bouleversements que cette révolution numérique est en train d'opérer dans toute l'économie en général et dans notre activité juridique en particulier. Et c'est de cela dont nous allons parler cet après-midi dans cette conférence ayant pour titre « Les nouveaux business models ». Pour en parler, l'incubateur a réuni des représentants de barreaux étrangers, Chicago, Canada, Bruxelles, Royaume-Uni, and I would like to thank them very much for the trip and for being with us this afternoon. L'incubateur a réuni des confrères de petites et grandes structures, a réuni des start-upers, a réuni des directions juridiques, une association de consommateurs, un magistrat, un représentant de l'ordre qui va vous dévoiler tout à l'heure en avant-première une innovation de l'ordre qui sera lancée la semaine prochaine. Le tout en présence d'un grand éditeur, LexisNexis, qui est le partenaire de l'incubateur, l'un des partenaires de l'incubateur, devrais-je dire, et au siège de la Banque publique d'investissement qui nous accueille aujourd'hui dans ses locaux. La BPI n'a pas vraiment innové pour ce qui est du filtre des entrées, d'où le retard que vous avez subi et pardon pour cela. Voilà, à mes côtés, les 2 membres actifs de l'incubateur qui ont monté cette conférence, Stéphanie Smat et Adrien Perrault, à qui tout de suite je cède la parole pour entrer dans le vif du sujet. Merci Jean-Pierre. Alors effectivement, moi je vais commencer par remercier le Hub de la BPI. C'est un grand plaisir d'organiser notre événement ici. Ça avait beaucoup de sens pour nous de nous rapprocher de cet incubateur de start-up. Aujourd'hui que le barreau dispose de son propre incubateur. Je tiens aussi beaucoup à remercier Jean-Pierre pour sa coordination depuis le mois de janvier 2015. Il nous accompagne avec beaucoup de dynamisme, d'idées. Alors parfois il calme aussi nos ardeurs, mais il nous aide beaucoup dans nos projets. J'aurais voulu beaucoup remercier aussi notre bâtonnier et vice-bâtonnier qui nous avaient fait l'honneur de respectivement clore et introduire cette conférence. Mais l'actualité est trop grave pour qu'ils soient parmi nous aujourd'hui. Je remercie évidemment énormément l'ensemble de nos intervenants qui ont répondu à notre invitation et que je prendrai le temps tout à l'heure avec Adrien de vous présenter dans le cadre des diverses tables rondes. Alors effectivement, comme Jean-Pierre l'a annoncé, nous avons décidé
d'organiser cette conférence autour des nouveaux business models du droit. Alors pourquoi ces nouveaux business models du droit ? Parce que à l'heure de la frénésie numérique, à l'heure où l'avocat tweet, à l'heure où l'étudiant apprend le droit en ligne, à l'heure où le consommateur du droit émet des besoins de plus en plus prégnants, à l'heure où même les directions juridiques revoient leur mode de fonctionnement, les cabinets d'avocats traditionnels ont vu leur business model bouleversé. Remis en cause également, ce qui nous conduit, nous, jeunes avocats, mais l'ensemble de la profession, à revoir et réinventer les contours de notre profession. Alors, comme on le verra tout à l'heure, ces nouveaux business models du droit prennent plusieurs formes. On a tout d'abord, et on en entend énormément parler dans la presse, les legal startups, ou les plateformes du droit qui fonctionnent sur un système d'automatisation et d'informatisation des tâches. On a également le développement de prestations quasi instantanées de conseils juridiques, cette fois-ci donnés par des avocats, en ligne également. On verra aussi qu'on a vu apparaître énormément de programmes spécialisés au sein des firmes d'avocats ou des plus petits cabinets qui sont dédiés à l'accompagnement full service, souvent justement de start-up innovantes. Tous ces nouveaux business models du droit impliquent de nouvelles méthodes de travail et également de nouveaux modes de rémunération. On verra qu'il impacte énormément sur notre pratique habituelle. L'innovation se trouve aussi bien au niveau de l'acquisition du client, c'est ce qu'on verra également, qu'au niveau des méthodes de travail. Alors la sensibilité de chacun par rapport aux risques que présenteraient ces nouveaux business models du droit varie beaucoup. Certains y voient la disparition annoncée d'une profession d'avocat, d'autres y voient au contraire une formidable occasion d'innover, comme le disait Jean-Pierre tout à l'heure. C'est cette seconde alternative, évidemment, en laquelle croit l'incubateur. Nous croyons au sein de l'incubateur, et votre présence ici témoigne aussi d'une réelle prise de conscience par rapport à ce phénomène. Nous croyons que nous devons aujourd'hui innover, réagir et être créatifs. Et nous devons l'être rapidement pour éviter de se faire concurrencer peut-être par ces nouveaux business models qui souvent essayent de s'approprier certaines des tâches jusque-là dédiées aux avocats. Nous devons le faire dans le respect strict de nos principes si précieux de confidentialité, d'indépendance. Et ce sont ces questions déontologiques que nous aimerions également débattre avec vous tout à l'heure. Alors, quel est l'impact disruptif réel de cette digitalisation que certains qualifient d'ubérisation, et on en parlera également certainement dans le cadre de notre deuxième table ronde? Doit-on s'inquiéter de ce phénomène ? Comment l'avocat peut-il rester compétitif aujourd'hui ? Quelles sont les implications déontologiques de ce mouvement de mutation des métiers du droit ? Pour répondre à l'ensemble de ces questions, et nous l'espérons en faire émerger beaucoup d'autres, nous avons organisé ce colloque en 3 tables rondes. Une première table ronde qui sera dédiée à faire une photographie de ce qui se passe dans les modèles étrangers. Comme Jean-Pierre l'annonçait tout à l'heure, nous avons la chance et l'honneur d'avoir des représentants de barreaux étrangers qui viendront nous exposer le contexte réglementaire de notre profession et nous parler également des initiatives qui ont été prises dans chacune de leurs juridictions. Dans une seconde table ronde dédiée à la facilitation de l'accès au droit et à la justice et à l'émergence des legal startups, nous réfléchirons sur les attentes du consommateur d'aujourd'hui et la place de l'avocat dans ce nouveau paysage. Nous aborderons également la question des freins éventuels à l'innovation pour les avocats et l'avenir de la résolution des litiges. Dans une troisième et dernière table ronde, nous traiterons des mutations et des nouvelles attentes, cette fois-ci du côté des directions juridiques. Et nous essayerons de confronter ensemble les nouveaux besoins de nos clients avec les offres proposées aujourd'hui par les avocats. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur le Président Thierry Vickers, qui nous fait l'honneur d'introduire en bonne et due forme notre conférence. Merci Stéphanie. Merci également à l'incubateur de me faire non pas l'honneur, mais le très grand plaisir de me permettre d'intervenir devant cette très belle salle, très remplie sur des sujets qui nous passionnent. La question des technologies nouvelles, est-ce une question de technologie ? Les avions d'Air France sont les mêmes que ceux de Ryanair. Les avions de Ryanair ne volent pas 2 fois plus vite, ne volent pas 2 fois plus vite, 2 fois plus loin que les avions d'Air France. La technologie, ça n'est pas le problème.
D'ailleurs, la technologie, elle est à la disposition d'absolument tout le monde, elle est pour tout le monde et elle est neutre. Si la technologie peut devenir disruptive, pour parler franglais, désolé, disruptive donc sur un marché donné, ça n'est pas simplement une question de technique, c'est une question de marché et de forme du marché au moment où les technologies nouvelles se présentent et peuvent accéder à ce marché. L'exemple, vous le connaissez, je le citais en commençant, c'était celui du transport aérien. Une fois encore, ce n'est pas une question de technologie, c'est une question de structure du marché. Alors, est-ce que le marché du droit, est-ce que notre marché, par sa structure, peut être sensible à l'apparition de nouveaux entrants qui seraient susceptibles de chasser les entreprises en place, et nous sommes dans cette histoire, les entreprises en place. Eh bien, cette question, à la vérité, c'est vrai qu'on ne se l'est pas posée, en tout cas en France, on ne se l'est pas posée, sauf dans les tout derniers mois. Mais la réponse, nous la connaissons à partir d'un certain nombre d'études. La première étude française, c'est celle, vous vous en souvenez peut-être, du mois d'août 2014, dans ce rapport de l'IGF, qui est à l'origine de la loi croissance et activité, dans lequel il était mentionné qu'environ 50% de la population française n'était jamais rentrée dans un cabinet d'avocats. Et sauf à imaginer que nous sommes une société merveilleusement apaisée, cela signifiait effectivement que nous étions en présence, dans notre pays, d'un phénomène massif, d'un problème massif d'accès au droit. Mais il y a d'autres études, et je me contenterai de citer les études qui ont été faites en Californie. Il y a une trentaine d'années, en Californie, dans ce domaine que bien des avocats pratiquent, qui est le domaine du droit de la famille, 90% des personnes qui se présentaient devant les juridictions étaient assistées d'un avocat. 10 ou 15 ans plus tard, dans les années 90, il n'y en avait plus que 60%. Et aujourd'hui, il n'y en a plus que 30%. Mais dans le même temps, le nombre des avocats californiens avait été multiplié par 2. 2 fois plus d'avocats pour 3 fois moins de personnes assistées. Oui, il y a un véritable problème d'accès au droit, ou plus exactement, de relation et de cohérence entre l'offre des avocats et la demande de droit. Honnêtement, ça ne nous a pas trop posé de problème jusqu'à présent. Ça ne nous a pas posé trop de problèmes parce que, notamment en France, et en dépit de ce qui se passe et ce qui a été rappelé sur le front de l'aide juridictionnelle, nous avons un système d'aide juridictionnelle qui est, sinon formidablement performant, du moins très largement ouvert, en ce sens que le nombre de personnes qui y sont éligibles est considérable et qu'il couvre à la fois le domaine pénal, mais aussi le domaine civil. Ça ne nous a pas non plus préoccupés parce que nous bénéficions d'un dispositif protecteur en termes de réglementation, puisque, sous les réserves que nous connaissons, nous sommes malgré tout protégés. Le périmètre du droit, nos activités réservées sont protégées. Nous avons la garantie d'être les seuls, ou en tout cas les premiers, prestataires de droit. Voilà donc les raisons pour lesquelles, jusqu'à présent, ce problème n'avait pas réellement émergé. Ce qui a changé, et ce qui a changé au cours des derniers mois, c'est l'apparition de nouveaux apparateurs, pas très impressionnés par le périmètre du droit et ses défenses pénales ou correctionnelles, qui étaient décidés à rentrer sur ce marché et à venir formuler des offres et mettre en ligne des offres différentes, des offres très différentes de celles présentées par les avocats. Et vous savez ce qu'il en est advenu, vous savez que ces legal startups se sont développées à une rapidité foudroyante et qu'elles ont, en dépit des questions qui se posent toujours sur leur modèle sur le plan strictement juridique, qu'elles ont pris une véritable place sur le marché parce qu'elles correspondaient effectivement à un besoin du public. Alors, ce nouveau paysage, comment expliquer que nous en soyons arrivés là, et puis peut-être quelques mots sur des pistes de solutions. Comment nous sommes-nous arrivés là ? Eh bien,
Stéphanie l'a rappelé tout à l'heure en commençant, c'est une question qui est liée essentiellement à notre forme d'organisation. Non pas d'organisation professionnelle collectivement, mais bien la façon dont nous concevons notre métier d'avocat. Nos cabinets se ressemblent tous, ils sont dans le langage des théoriciens de l'innovation, des solution shops, des magasins à solutions, des endroits dans lesquels nous sommes à la disposition de nos clients et nous sommes à leur disposition pour concevoir avec eux des solutions individualisées qui sont construites au coup par coup de façon à répondre à des besoins qui, une fois encore, sont des besoins individuels. La Solution Shop est un merveilleux produit quand il s'agit de faire du sur-mesure. Il permet effectivement de réaliser des prestations qui collent parfaitement aux besoins des personnes qui nous sollicitent. Mais cette Solution Shop, sur le plan de l'organisation du marché, elle présente un certain nombre d'inconvénients. D'abord, elle favorise le maintien de l'artisanat. Lorsque on crée des objets d'art, ou au moins des objets artisanaux dont chacun est unique, eh bien, on n'a pas besoin d'une usine, on a besoin d'une petite échoppe, et 70 ou 80% de notre profession continue de travailler dans de petites échoppes, dans de petites boutiques, et non pas dans des entreprises ressemblant à des usines. Et puis, quand on réalise des prestations à l'unité individuelle, eh bien, on réalise des prestations qui sont coûteuses, puisque chaque nouveau client est un nouveau problème et aura une nouvelle solution unique. C'est également, sur le plan de la productivité, malheureusement relativement peu efficace, parce que là encore, le fait de concevoir des produits sur mesure, vous le savez, la haute couture, ça n'est pas simple, et ça n'est pas non plus à la portée de tout le monde, de telle sorte que notre offre s'accompagne de cette difficulté qui est que nos prix sont relativement élevés par rapport à ceux que pratiquent aujourd'hui ces nouveaux entrants sur le marché. C'est donc, une fois encore, la structure du marché, et notamment la structure des cabinets d'avocats, le fait que nous sommes tous des solution shops, qui nous a amenés à nous placer sur le marché avec une offre qui est une offre relativement coûteuse et en tout cas en décalage de plus en plus grand avec les possibilités d'une partie grandissante de la profession. Et puis, il y a un autre élément, c'est que la Solution Shop, ça n'est pas formidablement innovant, parce que l'essentiel dans ce mécanisme, c'est de répéter ce qui existe. Vous n'avez pas besoin d'autre chose, vous l'apprenez du reste par voie de simple répétition, il n'y a pas besoin d'innovation, et si vous quittez la profession d'avocat pendant 20 ou 30 ans et que vous y revenez, vous y retrouverez grosso modo les mêmes personnes à la même place faisant la même chose et parlant de la même chose, l'aide juridictionnelle bien sûr. Car l'aide juridictionnelle est tout à fait un élément significatif. Nous ne sommes pas capables malheureusement de concevoir autre chose en matière d'aide juridictionnelle que l'idée que nos prestations devraient être payées davantage qu'elles ne le sont. C'est le seul langage que nous sommes amenés à opposer au pouvoir public, avec quelques raisons j'entends bien, mais en tout cas c'est un exemple significatif du fait que nous ne sommes pas capables de concevoir d'autres solutions que celles qui existent depuis toujours. Voilà donc ce modèle de la Solution Shop, et ce qui change, c'est que les nouveaux entrants n'appliquent pas ce modèle. Ces nouveaux entrants, ce sont soit des entreprises productivistes, c'est-à-dire ce que les Anglais ont déjà inventé avec les alternatives de structure, c'est-à-dire des modèles qui sont conçus selon le concept de chaîne de valeur, et vous irez voir ce très beau site internet qui est celui de nos confrères de Rapid Solicitors, ce cabinet qui ne s'occupe que d'accidents de la circulation. Et quand vous vous occupez uniquement d'accidents de la circulation sur la totalité du territoire du Royaume-Uni, que vous ne faites que cela, que vous n'avez que des avocats formés à cela, eh bien vous êtes capable de présenter sur le marché des produits d'une haute qualité, car quand vous ne faites que cela, vous devez être bon quand même dans cette matière, mais à des prix qui sont des prix qui n'ont plus rien à voir avec ceux d'un cabinet individuel. Et puis,
c'est également l'apparition sur Internet de ces nouveaux modèles qui, eux, correspondent aux entreprises en réseau, c'est-à-dire, ça n'est pas nouveau non plus. La première entreprise en réseau, c'est bien sûr la Poste, qui ne vend pas de produits, mais qui vend uniquement des mises en relation. Mais là, les technologies de l'information ont fait leur effet. Ce sont des entreprises en réseau qui sont susceptibles de s'adresser à un marché qui est un marché immense. Alors, voilà le défi qui est lancé à notre profession. Et il reste à se demander quelle solution pour cette profession et quelle piste pourrait-on imaginer. Bon, la première, c'est celle qui correspond le mieux à l'état d'esprit habituel de cette profession, c'est finalement de ne rien faire. Parce que somme toute, nous avons nos clients et la clientèle qui est aujourd'hui draguée, entre guillemets, par ces nouveaux intervenants, ce n'est pas nécessairement celle que nous souhaitons. Nous ne sommes pas équipés pour réaliser des prestations à 49,90 € ou même à 2,5 € prix d'entrée pour une lettre de mise en demeure sur certains sites qui proposent ce type de prestations. Et nous avons une qualité, nous avons en tout cas une recherche d'excellence qui justifierait parfaitement que nous nous satisfassions des clients qui sont les nôtres et que nous nous contentions d'améliorer la qualité de nos prestations. Ceux qui ont lu les théoriciens de l'innovation savent que c'est en général d'ailleurs la réaction des entreprises en place et qu'elle a un sérieux inconvénient, c'est qu'elle laisse en réalité le champ aux nouveaux entrants qui, eux, vont progresser et qui vont prendre des parts de marché de plus en plus importantes. Et puis, pour une profession qui est là pour répondre à la question de l'accès au droit, car si nous avons des activités réservées, c'est parce que nous assurons en échange l'accès au droit. Et bien évidemment, c'est ce pacte fondateur de la profession qui serait remis en cause si nous décidions de ne rien faire et de laisser les nouveaux entrants intervenir sur le marché. Alors, il y a bien sûr une deuxième stratégie, et vous allez en discuter tout au long de l'après-midi, une deuxième stratégie qui consiste en définitive à créer, à provoquer au sein de notre profession les conditions pour que l'innovation éclose dans cette profession qui jusqu'à présent y était un peu fermée. Deux pistes rapidement. La première, c'est bien sûr celle de notre formation initiale. La formation initiale des juristes, et notamment des juristes en France, entre 5 et 7 ans tout de même, pendant lesquels pratiquement ils ne rencontreront ni clients, ni l'hôpital, c'est-à-dire ni malade, ni hôpital, ni client, ni palais de justice, ni rien. Imaginez la formation des médecins si au bout de 7 ans, ils n'avaient toujours pas rencontré ni un seul malade, ni fréquenté un hôpital. Nous en sommes malheureusement un petit peu là dans nos études juridiques. Et puis, ces études juridiques, pour reprendre là encore un anglicisme, ce sont des... pas tout de suite d'ailleurs, mais ce sont des études qui nous forment à la matière elle-même, in business, mais certainement pas on business, c'est-à-dire qu'elles ne nous forment pas à ce que nous serons également, c'est-à-dire des chefs d'entreprise qui devront de plus en plus maîtriser cet ensemble qui comporte non seulement la science du management, mais également la capacité d'appréhender ces technologies de l'information dont nous voyons bien qu'elles vont façonner le futur. La formation, c'est certainement un des principaux enjeux si nous voulons créer les conditions propices à l'innovation. Et puis, il y a le corps réglementaire. Le corps réglementaire lui-même, parce que ces nouveaux entrants, ils ne courent pas à la course avec les mêmes chaussures que nous ou dans les mêmes conditions que nous. Et c'est toute cette immense problématique de savoir qui doit être propriétaire d'un cabinet d'avocats, et donc la question des capitaux extérieurs, mais également qui doit travailler au sein et qui doit diriger un cabinet d'avocats, car si vous voulez embaucher un technicien qui soit capable de vous créer, de vous concevoir ces solutions nouvelles, se posera nécessairement la question de sa rémunération. Et si vous avez simplement, en échange du Facebook du droit, une prime de fin d'année, je crois que ça ne marchera pas comme ça et qu'il préférera le faire ailleurs. C'est donc à la fois les capitaux extérieurs, la direction des cabinets d'avocats, c'est finalement l'ensemble
de notre réglementation qu'il faudra peut-être revoir pour créer ces conditions propices à l'innovation. Avec, et vous l'avez dit tout à l'heure, avec cet impératif indispensable de conserver à notre profession ce qui en fait la raison d'être. Et c'est là que les choses commencent vraiment à se compliquer. J'espère que l'après-midi d'aujourd'hui permettra déjà de dégager un certain nombre de solutions.